Bonjour et bienvenue à ce premier goûter d'écoute de l'année 2021. Bonne année à tous et à tous. Merci de nous retrouver. Nous sommes enfin et à nouveau à la Maison de la Poésie et nous sommes en direct sur les réseaux pour la retransmission en direct de ce goûter d'écoute sur les pages Facebook d'Arte Radio et de la Maison de la Poésie ainsi que sur les pages YouTube d'Arte Radio et de la Maison de la Poésie. Merci donc à ce très beau théâtre qui est situé à Paris, tout près du centre Georges Pompidou, de nous accueillir. Comme tous les lieux culturels et les salles de spectacle, la Maison de la Poésie est fermée, mais continue à travailler, à proposer 2 à 3 fois par semaine des retransmissions comme ceci en direct, de lectures, de propositions poétiques, de spectacles qui mêlent des réflexions sur l'écriture et sur la musique. Voilà. Et chaque mois, désormais, le premier dimanche de chaque mois, nous nous retrouverons ici à la Maison de la Poésie pour ce goûter d'écoute. Alors, pourquoi un goûter d'écoute dans une salle de spectacle ? L'écoute, c'est normalement un acte solitaire, intime, quelque chose qu'on pratique désormais de plus en plus avec un casque sur les oreilles, dans un certain isolement social. Ça nous rappelle quelque chose ces temps-ci. Mais l'écoute, pour nous, c'est aussi une fonction vitale, quelque chose qui nous réunit, qui nous rassemble. Même si le casque nous isole, le podcast, les succès des podcasts nous rassemblent, font émerger finalement une parole collective à partir de propos et de créations assez personnelles. Voilà pourquoi, depuis toujours, Arte Radio propose des séances d'écoute en public. Grâce à l'Internet, ces séances d'écoute, vous pouvez désormais en profiter à l'étranger. On sait que vous avez été assez nombreux à suivre les goûters d'écoute qu'on a fait pendant le confinement. Alors, à ce moment-là, c'était chez moi. Maintenant, c'est à la Maison de la Poésie. Mais le principe est le même. L'intérêt de ces goûters d'écoute, c'est que ça soit un échange entre les auteurs et vous, entre moi. À propos, je m'appelle Sylvain Gir, je suis le responsable d'Arte Radio, pour parler de podcast, pour poser des questions aux auteurs sur leur forme, sur leur parti pris, sur leurs projets, et puis aussi tout simplement pour poser des questions plus générales sur le podcast, sur Arte Radio, sur notre modèle économique, sur notre mode de fonctionnement, sur la manière dont depuis 18 ans nous accueillons des projets qui sont d'abord écrits, qui font quelques lignes, des projets d'auteurs, y compris débutants. Certains sont professionnels de la radio, sont journalistes, mais beaucoup sont des débutants et la plupart des femmes. Donc on accueille ces projets, ensuite on les élabore ensemble. Pour tout cela, pour poser les questions, pour commenter, pour réagir, vous réagissez directement sur les pages Facebook d'Arte Radio et de la Maison de la Poésie ou les pages YouTube d'Arte Radio et de la Maison de la Poésie. Ces commentaires sont modérés par Stella de Feder depuis chez elle et ici même, sur la scène de la Maison de la Poésie, par Chloé Assous-Plugnan, qui se fera votre interprète et qui attend donc vos questions, j'imagine, avec impatience. Oui, j'attends les questions avec impatience. Vous pouvez commencer sur YouTube et sur Facebook, donc dans les commentaires sous la vidéo. Et on est là avec Stella. On vous répond soit sur ces différents sites, soit en direct sur la scène. Voilà. Donc Chloé se fera la porte-parole des réactions des auditeurs et des auditrices depuis chez eux. Eh bien, on va écouter aujourd'hui un podcast court et un extrait court d'un autre podcast. La séance va essayer de durer 1 heure. On va essayer d'être assez dynamique puisque vous êtes chez vous. Donc ce ne sont pas les conditions d'écoute qu'il y a d'habitude à la Maison de la Poésie quand il y a un public sur ces très beaux fauteuils. Mais on va faire le maximum pour que ce soit intéressant, pour qu'on entende des sons originaux, puisqu'il y aura un inédit, et surtout pour qu'on puisse échanger, dialoguer ensemble avec les auteurs et les autrices qui sont présents et qui attendent leur tour. Commençons tout de suite avec le podcast Dépêche de la semaine. Depuis 3 saisons, Olivier Minot, depuis Lyon, depuis sa tour d'ivoire, sa petite chambre de la Croix-Rousse, réalise entièrement un podcast d'actualité qui s'appelle Dépêche, qui est un mélange de revues de presse, de micro-trottoirs, de reportages, de parodies, d'humour, de tout ça. Il rebondit, il réagit, il remixe, il découpe l'actualité. C'est le principe de Dépêche. Alors, l'actualité de cette semaine, vue par Olivier Minot, elle était assez particulière, vu que c'était évidemment l'actualité de la semaine précédente. Voici donc le nouveau numéro de podcast Dépêche, qui s'appelle « Je vois tout rouge » par Olivier Minot. Et ça dure 9 minutes. À tout de suite.
Alors, c'est quoi qui agite le monde ces jours-ci? Vaccin, la stratégie française en question. C'est la dépique. Vous voulez être vacciné, vous? Vu mon âge, oui. C'est-à-dire, vous avez quel âge? 71. J'aurai droit au vaccin après les soignants, les gens en maison de retraite, les pompiers, les médecins, les auxiliaires de vie. Peut-être qu'au mois de mars, j'aurai droit. 2022? 2025, vu l'organisation. Salut, c'est Livo et je découpe les infos avec mon micro. You are now listening to Depeche. Right now, play that Depeche sound, kid. Alors moi j'ai commencé l'année à Paris, chez mon amoureuse. Et visiblement chez les voisins, il y avait des gens très très contents de passer en 2021. Et ils ont raison. L'espoir, l'espoir. L'espoir est là, l'espoir est là. Et moi aussi cette année, j'ai décidé d'écouter le président. Et l'espoir grandit chaque jour. Alors j'ai cherché des infos porteuses d'espoir. Olivier Duhamel se rend le soir dans la chambre de son beau-fils. Boris Johnson reconfine. Marlène Schiappa a fait la pub d'un salon de coiffure. Un des organisateurs de cette rave party risque jusqu'à 10 ans de prison. Dans notre jeunesse, l'espoir vit. Ouais, il vit moyen là, l'espoir là, je pense. Le Parti communiste a 100 ans. Ah bah voilà, le communisme. Ça c'est bien pour commencer l'année, ça. Tours, 1920. Une large majorité de socialistes réunis pour le 18e congrès de la SFIO se prononce pour l'adhésion à l'internationale communiste, fondée un an plus tôt dans le sillage de la révolution russe. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire comme cadeau au Parti communiste pour leurs 100 ans? Du vin rouge, je sais pas. Je pense pas qu'ils réussiront dorénavant à faire quoi que ce soit. Non. Chez moi, le Parti communiste a jamais eu bonne presse. Je leur souhaite quand même de poursuivre leur action. Hein. Ma mère a grandi dans la Pologne soviétique. C'était un peu la misère. Mon oncle a fait de la prison car il militait à Solidarność, le syndicat qui se battait contre le régime. Du coup, j'ai jamais été abonné à Pif Gadget. Pour moi, le Parti communiste, c'est l'URSS, c'est Staline, c'est voilà le goulag. Mais bon. Que des mauvaises choses. En France. C'est vrai qu'ils ont fait aussi de belles choses. Hein. C'est pas tout à fait la même histoire. Si on profite un petit peu des congés payés, la sécurité sociale, c'est grâce à eux. On est quand même content d'avoir encore la Sécu. Moi, je l'ai été. Ah, vous avez été communiste? De 68 à 80. Et les chars russes sont jamais arrivés jusqu'à Paris. Bon, c'est bien fait avoir par les socialistes quand même. Franceinfo.fr. Le Parti communiste fête ses 100 ans. Il a certes perdu son aura passé, mais attire encore des jeunes et revendique 70 000 adhérents. Je suis bien au service presse de l'Elysée? Tout à fait. Je vous appelle parce que j'étais sur la page des communiqués de presse de l'Elysée et j'ai vu pas mal d'articles, Rika Zaraï, Pierre Cardin, la visite du maréchal Sissi. Par contre, j'ai rien vu sur les 100 ans du Parti communiste français. Alors attendez, si vous avez 3 secondes, je vais bien sûr. une recherche. Le Monde. Un conseiller d'Emmanuel Macron a déjeuné secrètement avec Marion Maréchal en octobre à Paris. J'ai rien du tout. En termes d'importance dans l'histoire de la République, je me dis entre Rika Zaraï et le Parti communiste français, peut-être il y a... En effet, peut-être. À ce moment-là, je me suis dit que la communication de la présidence était à la solde du grand capital et que malgré ce mépris de classe, les camarades allaient quand même fêter leur centenaire. J'étais sûr que le jour de l'anniversaire, les masses populaires allaient se rassembler devant le siège du parti, place du colonel Fabien Roussel dans le 19e à Paris, pour former une foule compacte, transpirant la ferveur révolutionnaire, réclamant à corps et à cris la dictature du prolétariat, hurlant son amour pour Marx, Lénine, Guy Moquet, Elsa Triolet, Manoukian et Robert Hue. Alors le jour J, je me suis rendu sur place. Vous êtes venu célébrer le centenaire du PCF? Pas du tout. Mais j'ai trouvé aucun des camarades. Le centenaire de quoi? Du Parti communiste français? Non, pas du tout. Devant le monumental siège du parti. Ils auraient pu mettre une grande banderole au-dessus avec écrit courage. 100 ans. Tout le monde se contrefoutait du centenaire. Bah, bon anniversaire, hein. Bon courage. Les gens se moquaient même. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Bah, le Parti communiste, c'est drôle. Oh, Au mieux, quelques anciens avaient un vague souvenir. Georges Marchais et toute la clique. Un semblant de nostalgie. Et là, ça y est, c'est fini. Hein. Mais j'ai pas voulu perdre espoir. L'espoir est là. Si la masse prolétarienne n'était pas devant le siège pour fêter l'anniversaire du parti, c'est qu'ils s'étaient sans doute réfugiés à l'intérieur. Oui, bonjour. Je venais pour vous souhaiter un bon anniversaire. Ah, c'est gentil, merci. C'est possible de rentrer ou pas? Je vais vous ouvrir en bas. Ah, merci, monsieur. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où il me semble parvenir une musique qui, en cette époque, paraît irréelle. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui. Il n'y a personne. Hein. Bah, aujourd'hui, c'est les 100 ans quand même. Ils sont pas là. Ils sont pas là, ouais. Enfin, ils viennent pour voir le courrier, ils partent. Vous êtes du parti? Vous êtes des pompiers? Non. Nous, on est une société de
prestataire. Aujourd'hui, Vous êtes bien payé, vous, au moins, ici? Je suis pas... le parti sous-traite sa sécurité comme une vulgaire entreprise du CAC 40. Simple agent sécurité incendie. Ah, mais bon, quand on bosse au Parti communiste, quand même, vous devriez être bien payé. Pas un camarade ne s'est rendu au siège pour le centenaire. Merci beaucoup. Aucun chant révolutionnaire ne s'échappe des murs. C'est comme si on était dans une époque où c'était plus possible de rêver en fait. Le PCF semble être un fantôme du XXe siècle. Donc le communisme, ça marche si on s'autorise à rêver. Là, le rêve est pas possible quoi. L'espoir est là. Mais dans un dernier sursaut d'espoir, De l'espérance. j'ai décidé d'aller chercher les partisans à l'autre bout de Paris. Pèlerinage dans le 14e arrondissement de Paris, dans la maison qu'occupa Lénine lors de son séjour en France. Au 4 de la rue Marie-Rose, Bonjour. petite rue entre Alésia et la porte d'Orléans. Je m'intéresse aux 100 ans du Parti communiste français. Sur l'immeuble où vécut Lénine, La plaque, elle était là. la plaque qui spécifiait son passage a disparu. D'après la dame du 3, c'est celui du 1, 2, 3, 4 qui l'avait prise. Ah, c'est le voisin qui a gardé la plaque? Ouais, il a dû la revendre à l'époque. Lénine habitait là et Krupskaya habitait au 2. Non, je me trompe, c'est sa copine, la Inès, je ne sais plus comment elle s'appelait, la copine à Lénine. Là. La copine à Lénine? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Express. Lénine et sa maîtresse Inès Armand ont fait connaissance pour la première fois en 1910 dans le milieu des révolutionnaires russes exilés à Paris. Lénine réussit à loger Inès au numéro 2 de la rue Marie-Rose et il habite lui-même avec sa femme et sa belle-mère au numéro 4. Ah, mais ok, Lénine, il était polygame en fait. Je savais pas qu'ils faisaient ça, les bolcheviks. Moi. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de Russes qui habitent ici. Alors est-ce que c'est des Russes blancs, est-ce que c'est des Russes rouges, j'en sais rien parce que bon. Alors cette mamie que j'ai rencontrée devant l'immeuble de Lénine, c'est un arrondissement artistique. C'est Simone. Et l'art, ça va avec la politique. La politique, ça va avec l'art. Simone, c'est une infirmière à la retraite qui a passé une bonne partie de sa jeunesse à militer au parti. On dit que 68 n'a servi à rien, si, parce qu'aujourd'hui les infirmières, elles ont encore 2 jours de repos. Et à la CGT. 35% d'augmentation de salaire sur le SMIC. Avec laquelle elle a occupé son hôpital en mai 68. 35% 68. Les gens n'en parlent pas. Et vous, pendant toutes ces années, quel regard vous aviez sur l'URSS? Parce que l'URSS, c'était aussi la dictature, c'était bien aussi... Sûr, bien sûr. Mais vous savez, quand Stalingrad a résisté au nazisme, quand les nazis reculaient sur le front, mon père a dit à ma mère, puisqu'il n'était pas marié, c'est le moment de faire un enfant, parce que comme ça, il sera élevé dans la paix. Alors j'ai toujours que je suis une enfant de Stalingrad. Donc je pense que j'étais un peu stalinienne, comme tout le monde, quoi. Enfin, sans mal. J'ai appris qu'effectivement, il y avait le goulag, etc. Mais c'était difficile de se faire sa propre opinion. Parce qu'il y a ce qu'on voyait, et puis il y a tout ce qu'on ne voyait pas. Vous avez commémoré le centenaire? Vous avez fait un gâteau? Vous avez sorti un marteau, une faucille? Non. Du passé, faisons table rase. Foule d'esclaves, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. Jeune Potier, un communard quand même. Debout les damnés de la terre, debout. Après, je sais plus. C'est quoi? C'est le genre humain, sera l'idéal du genre humain, sera notre renouveau, quelque chose comme ça. C'est la lutte finale. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pravda, les podcasts officiels de l'État. Bon anniversaire à tous les camarades. N'hésitez pas à soigner votre gueule de bois en écoutant la Dépêche Internationale chaque mercredi. Arte. Ouais, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez raconté. Revenez dans le 14e, il y a encore plein de choses à découvrir. Eh ben, je reviendrai vous voir. Avant que je sois morte, parce que là, je suis en chimiothérapie. Radio. Je ne mourrai pas du Covid, je mourrai de mon cancer. Peut-être vous allez vous armer. Oui, on fait tout pour. Moi, j'ai envie de voir s'écrouler ce monde. Comme. Voilà, c'était le dépêche de la semaine. Je vois tout rouge, l'actualité des médias et l'actualité du temps qui passe, remixée, reliftée, redécoupée par Olivier Minot. Bonjour Olivier. Salut Sylvain. Il y a cette dame anonyme, comme le sont la plupart des intervenants dans ton podcast, qui dit le communisme, pour que ça marche, il faudrait s'autoriser l'espoir, il faudrait s'autoriser à rêver, quelque chose comme ça. En fait, presque dans chaque numéro de ton podcast, il y a des punchlines, des phrases comme ça que tu obtiens portant dans la rue. Alors ma première question, en attendant les questions et les commentaires des internautes qui arrivent sur les pages Facebook et YouTube, ma première question, elle est toute bête. Comment fais-tu, en plus dans un temps très court, puisque tu fais ça chaque semaine, pour obtenir comme ça des phrases aussi fortes? En fait, comment pratiques-tu cet art méprisé du journalisme qu'est le micro-trottoir finalement?
Je pense que les punchlines sont à tous les coins de rue, à tous les comptoirs. C'est pas nouveau. Moi, ce que j'aime bien dans Dépêche, souvent je le définis comme... Ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est une sorte de dessin de presse sonore. En fait, moi, je suis un grand fan de Lefred Touron, qui publie des dessins chaque mercredi dans le Canard enchaîné. Et les dessinateurs de presse, ils prennent des personnages qui dessinent, à qui ils font dire des choses. Moi, j'essaye de faire la même chose, sauf que c'est sonore, donc je n'invente pas des personnages. Je vais les chercher dans la rue. Je prends au lieu de caricaturer des politiques, je vais récupérer leurs paroles dans les médias que je vais remonter, ou alors je vais aller chercher d'autres personnages, d'autres personnalités en les appelant et essayer de sortir de leur bouche des blagues ou des punchlines, des blagues auxquelles j'ai pensé. Mon but, c'est de faire la blague à quelqu'un, comme là on accroche, on a une mamie qui dit les vaccins c'est pas pour tout de suite, c'est la blague que tout le monde a faite en se moquant un petit peu du gouvernement. C'était un petit peu facile, j'avoue, mais du coup c'est pas moi qui l'a fait et c'est la rue qui l'a faite, et c'est un peu mon but chaque semaine dans ces micro-trottoirs, c'est de faire des blagues avec les gens, en fait. Alors, c'est vrai que je crois qu'il y a déjà des réactions sur les sites qui disent, mais en fait, ton podcast, c'est quand même un podcast engagé, qui va toujours dans le même sens, qui est situé politiquement. Tout à fait. Bien. Comme tout être humain, j'ai un point de vue. Il y a des gens qui parlent vachement de ça en ce moment parce qu'effectivement, je crois qu'on ne va pas refaire la tarte à la crème sur l'objectivité n'existe pas. Je crois que c'est quelque chose qui est marqué chez les gens maintenant. Il y a Antoine Tricot qui sort un bouquin sur son travail qu'il a fait de journaliste en banlieue, qui parle très bien de ce qu'on appelle le journaliste situé. Alice Coffin en parle aussi dans son dernier bouquin, Le génie lesbien. Je crois qu'on est tous des gens qui sont incarnés, qui avons une histoire. Et je crois que justement, les journalistes qui prétendent encore être objectifs depuis leur petit bureau parisien, on les croit plus trop. Je crois que c'est aussi une des problématiques qu'on retrouve avec tout ce qui est remis en cause, notamment dans la presse, etc. C'est que, oui, moi j'ai un point de vue, je crois que je ne le cache pas. Et à partir de ça, l'auditeur, l'auditrice, ils savent qui je suis un petit peu, ils savent quel est mon point de vue, et donc ils se situent, ils sont d'accord ou pas. Moi, je ne cherche pas à parler qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. Mais en tout cas, ils ont ma position, donc ils savent comment je peux arriver à ce style de pensée. Ils peuvent se positionner, être d'accord ou pas, réagir, partager certaines choses. C'est curieux d'ailleurs parce que le succès du podcast s'explique, à mon avis, enfin je ne suis pas le seul à le penser, par justement la mise en lumière d'un récit personnel, d'un récit incarné qui s'assume comme n'étant pas journalistique. C'est vrai qu'il y a des podcasts de journalistes, mais il y en a finalement beaucoup aux États-Unis. Et en France, les premiers podcasts qui ont émergé sur Arte Radio, mais même après ailleurs, ont été des podcasts où les gens parlaient à la première personne, appréhendaient le monde à la première personne. On aura l'occasion d'en reparler avec l'autre podcast. Toi, tu t'es jamais défini comme journaliste? Moi, je me définis comme reporter. Après, j'ai un fort respect pour le métier de journalisme. Il y a des gens qui m'ont marqué. Je lis pas mal en ce moment les bouquins de Serge Chalandon, qui a eu le prix Albert Londres avec des reportages. Albert Londres n'a jamais prétendu être objectif. Pourtant, c'est le prix le plus prestigieux du journalisme, porte son nom. Il a toujours fait un travail de terrain en parlant de là où il était. Et en fait, tout le monde fait ça, y compris les journalistes qui disent pas « je ». Ils parlent de là où ils sont, de leur histoire, de leurs études, de leur classe sociale. Et le cacher, en tout cas, sans prendre cette première parole, ou en tout cas prendre des artifices qui montrent qu'on est subjectif, moi je pense que c'est un petit peu mentir, en tout cas. En plus, tu as l'élégance de te moquer de toi-même, de te mettre en scène. D'ailleurs, je précise que si tu portes un masque, ce n'est pas pour des raisons sanitaires. Enfin, c'est pour résister autant au Covid qu'à Google Images, pour ne pas apparaître sur les GAFA avec ton visage. C'est pourquoi j'allais dire je te félicite, c'est ni bien ni mal, mais enfin c'est un choix que tu as fait il y a un moment. Donc vous pouvez toujours chercher Olivier Minot sur les réseaux. Il n'existe pas, mais il est pourtant... En image, en tout cas. En image, en tout cas. Mais tu existes en son. Ce que je veux dire, c'est que tu ne caches pas d'où tu parles, mais tu as l'élégance de te moquer de toi-même, de te mettre en scène, y compris tes préjugés, tes envies, ta manière. Mais on voit bien que ça peut se faire aussi avec respect, comme quand tu appelles l'Élysée. Il y a une démarche qui peut être parodique, un peu rigolote, mais qui dit finalement une certaine vérité. C'est que l'Élysée a communiqué sur le décès de Rika Zaraï, mais pas sur le centenaire du PCF. Comme ils ont fait un communiqué sur la mort de Maradona et pas sur ce crétin qui est le champion incontesté du ping-pong français qui est mort. Ils sont morts le même jour. J'avais fait une petite blague dans une précédente dépêche là-dessus. Oui, ça rentre pas dans leur storytelling ni le champion de ping-pong, parce que le ping-pong c'est pas ça, et qui a fait toute sa vie
dans l'éducation populaire et à la fin il continuait de jouer avec les jeunes, par rapport à Maradona qui finalement n'a jamais joué en France, n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de la République française. C'est pas dans le storytelling des communicants de l'Élysée en tout cas. D'accord. Chloé, nous avons déjà des réactions, des questions qui nous viennent de la foule internetiste. C'est ça, j'ai 2 questions pour toi Olivier. Il y a une certaine Lama qui dit est-ce que Livo sort déjà avec le thème en tête ou il peut se laisser avoir par une rencontre? Est-ce que ça peut changer complètement le récit suite à cette rencontre? Ouais, tout à fait. En fait, là, en l'occurrence, je sortais vraiment pour aller parler du centenaire. Une copine historienne m'a dit, voilà, Lénine a vécu dans cette rue, donc j'y vais. Et je fais cette rencontre de Simone et je suis hyper touché parce que c'est une vraie rencontre, en fait, au-delà de la parole et de la punchline que j'ai pu en sortir de la petite heure que je suis resté avec elle dans la rue. Je suis retourné la voir cet après-midi. C'est vraiment une chouette personne et ça arrive... je ne réponds pas du tout à la question, mais en tout cas, ça permet d'avoir des rencontres comme ça. Mais oui, en fait, je ne m'attendais pas en allant devant l'ancien appartement de Lénine. Je pensais faire plutôt une petite blague avec les voisins, où est passée la plaque. Et en fait, ça part un petit peu plus loin avec l'histoire de cette dame. Donc oui, la rue influence. En tout cas, l'écriture de Dépêche se fait vachement au montage, se fait vachement après les tournages, en tout cas, dans la manière dont c'est raconté. D'ailleurs, il y a Sébastien Morato sur YouTube qui demande comment t'en es arrivé au micro-trottoir. Chez Arte, parce que c'est pas trop habituel chez Arte Radio. Alors Arte Radio a fait un son mythique qui s'appelle le micro-trottoir universel. Ouais, par Thomas Baumgartner, qui date du début des années 2000 et qui est le son favori des étudiants en journalisme. C'est-à-dire ça dure 1 minute, ça s'appelle micro-trottoir. Et effectivement, ce sont des réponses qui sont valables pour n'importe quel sujet. Donc on a fait ça pour aider les jeunes journalistes. Moi, quand j'étais jeune journaliste stagiaire, on t'envoie toujours faire les micro-trottoirs dans la rue. Grâce à nous, on a des réponses, quel que soit le thème. Et moi, j'ai toujours aimé sortir dans la rue avec mon micro pour enregistrer les gens, pour enregistrer aussi des ambiances sonores. Je ne sais pas ce qui m'y a amené. Je crois que ça fait partie de mon travail radiophonique depuis très longtemps. C'est aussi ce qu'il y a de plus facile parce que tu descends en bas de chez toi et tu sors du son dans un rythme de production comme Dépêche qui est assez soutenu. C'est vrai que c'est plus simple que tout d'un coup d'aller chercher justement la Simone en appelant les associations d'anciens militants du Parti communiste. Là, dans la rue, ça marche. Alors, ça ne marche pas forcément sur ce que tu vas chercher, mais en tout cas, il y a des sons qui sont plus rapides à sortir. Ce qui est très beau, c'est qu'on voit bien qu'un personnage qui serait un personnage de micro-trottoir, qui est là pour dire 2-3 mots, comme c'est utilisé dans les médias habituellement, devient un vrai personnage documentaire. C'est-à-dire que Simone, tout d'un coup, c'est cette passante anonyme, cette voisine du 14e. Elle connaît l'histoire de Lénine, elle connaît l'histoire du parti, elle connaît les paroles de l'Internationale. Enfin, tout d'un coup, elle existe en tant que personne. Alors que ce qu'on peut reprocher au micro-trottoir médiatique, c'est qu'en fait, c'est un faux discours libre qui est entièrement au service de la narration journalistique. On va chercher des gens pour renforcer ce qu'on sait déjà. Si on demande aux gens, est-ce que vous payez trop d'impôts, on voit à peu près quelles vont être les réponses. Enfin, c'est mon point de vue. Bon, j'avoue, ça m'arrive aussi de faire ça. Non, mais ce qu'on cherche, c'est des voix, en fait. C'est ça, c'est les voix, en fait. C'est ce qui rend les émissions de radio vivantes, je pense, de sortir, en fait. Là aussi, c'est un peu tarte à la crème et un peu un précepte qu'on pratique depuis l'histoire de l'oreille en coin dans les années 70 sur France Inter. Mais l'idée, c'est toujours d'ouvrir la fenêtre des studios et d'aller enregistrer ce qui se passe dehors, de sortir les micros. Depuis toujours, on a fait ça à la radio. Il y a certaines époques où on le fait moins. Je pense qu'on est dans une de ces époques-là. Et c'est bien quand même de faire entendre la vie, mais même juste une ambiance de la fenêtre de chez toi qui s'ouvre et le son du vent. Moi, j'adore entendre ça en tout cas. Et ça dit souvent quelque chose, une fenêtre qui s'ouvre. Mais je te remercie beaucoup, Olivier Minot. C'est un travail remarquable que tu fais. Moi, j'insiste que nous, on est très fiers de le produire chaque semaine depuis 3 ans. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai travail radiophonique. Effectivement, on a cette même passion. Pour nous, le podcast, ce n'est pas uniquement du storytelling ou des émissions de plateau, bien que ça peut être remarquable. Mais vraiment, nous avons tous les deux un fort amour pour la radio, la création radiophonique. C'est une manière prétentieuse de dire, effectivement, comme le dit Olivier, sortir de chez soi, enregistrer aussi bien les voix des gens que les sons qui nous racontent aussi beaucoup de choses, et puis passer, comme tu le fais, on n'a pas le temps d'en parler, on en avait parlé aux autres goûters, énormément de temps en montage. En fait, tu retrouves sur ces 8, 7, 8, 9 minutes chaque semaine, tu condenses un peu ce qui fait tout l'art de la radio. Ouais, c'est vrai que c'est assez long quand on fait des documentaires, on est tout le temps en train de réécouter, de repasser, de remonter. Vu que moi j'ai un temps de production qui est d'1 semaine,
Je le fais sur un temps réduit. Effectivement, ce que j'expliquais l'autre fois, c'est que les dernières 24 heures, c'est non-stop en clic, clavier sur mon ordinateur pour tomber en dessous des 10 minutes, parce que bien souvent, j'ai des matrices qui sont très très longues, et pour épurer et puis trouver les bons rythmes. C'est beaucoup de montage. En tout cas, le résultat, c'est que Dépêche, chaque semaine, c'est toujours un moment où on esquisse plusieurs sourires, voire des éclats de rire, où on apprend des choses, où on est ému, et tout ça condensé en 9 minutes. Bravo, Olivier. Merci, Sylvain. On va passer au second podcast de ce goûter d'écoute en direct depuis la Maison de la Poésie. C'est un podcast inédit. Il sera en ligne ce jeudi 13 janvier. Alors, encore une fois, c'est une histoire très personnelle qui est aussi une histoire universelle. C'est l'un des principes du podcast. Pas que du podcast, aussi de la littérature, de la bande dessinée, du cinéma. C'est un podcast signé Valérie Gann, c'est son premier podcast. Nous l'avons rencontrée parce qu'elle faisait une formation au podcast au studio Émergence, on en parlera un peu, et elle avait décidé d'aborder, alors c'est très Arte Radio, une fois de plus, un tabou, quelque chose dont on ne parle pas ou dont on parle peu. Et l'envie de raconter à la première personne son histoire, c'est une façon surtout de d'effleurer les tabous, et c'est l'occasion pour vous de prendre la parole, de commenter pendant la diffusion de ce podcast, de manière à ce que Chloé répercute ensuite vos questions à Valérie Gann. Voici Bouffée de chaleur. On va en écouter, on ne peut pas écouter le podcast intégral, il dure 35 minutes, on va écouter 20 minutes, mais la narration est très fluide, le rythme est très dynamique, donc ce sont 20 minutes pendant lesquelles, je vous promets, on ne s'ennuie pas une seconde. Voici donc les premières 20 minutes de Bouffée de chaleur, un podcast de Valérie Gann, réalisé par Arnaud Forest. À tout de suite. Bienvenue sur SOS Voyance. Allô? Allô, oui, bonjour, vous êtes Patricia? Oui, quel est votre prénom? Valérie. Valérie, d'accord, écoutez, enchantée. Quelle est votre question, Valérie? Dites-moi. Écoutez, je suis en pleine ménopause. Je voulais savoir quand est-ce que j'allais voir le bout du tunnel. Ah, alors vous savez que les questions sur la santé, c'est toujours un petit peu plus compliqué, Valérie, hein. Déjà, est-ce que ça fait à peu près 6 mois que vous avez l'impression d'être un peu, pas très bien? Un peu moins, ouais. Moi, on me dit c'est comme si ça avait démarré il y a 6 mois. D'accord. Bon, maintenant, moi je pense que vous avez besoin d'une petite aide, Valérie. Moi je pense que si vous voulez, c'est peut-être ça passe par un bouleversement hormonal, mais pas que, Valérie, pas que. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, moi, qui vous perdent. La durée maximale de consultation a été atteinte. Vous pouvez prolonger immédiatement votre consultation au tarif à la minute. Si on m'avait dit qu'un jour, j'appellerais une voyante par téléphone, trouvée sur Internet en plus, je l'aurais pas cru. Fallait vraiment que je sois au bout du rouleau. Tout ça à cause de l'arrivée de ma ménopause. La ménopause, un sujet déprimant? Ennuyeux peut-être? En fait, non. Vous allez apprendre des tas de choses dans ce podcast et peut-être même vous marrer. La ménopause. Sur le papier, c'est pas compliqué. Les règles s'arrêtent, point final. Je pensais que ce serait une formalité, et même un soulagement. Mais quand les règles s'arrêtent, les effets secondaires commencent. Prise de poids, sécheresse vaginale. Et ils ne sont pas agréables. Irritabilité, tristitude, grosse fatigue, douleurs articulaires, migraines, dépression, infection, fuite urinaire, découragement, bouffée de chaleur. La première question que je me suis posée, c'est combien de temps ça va durer ces trucs bizarres que fait mon corps? Et la deuxième question, c'est comment arrêter ça? Ensuite sont venues se rajouter d'autres questions plus inquiétantes. À quelle vitesse vais-je me rider? Me ratatiner? Me voûter? Est-ce que ça va se voir au travail? Est-ce que je vais devenir invisible pour les hommes? Est-ce que j'ai une étiquette sur le front avec marqué « femme ménopausée ». J'aimerais comprendre quel est ce truc qui me tombe dessus et qui ressemble furieusement à la vieillesse. J'adore le ski. J'ai commencé tard, vers 12 ans et demi, alors mes parents m'ont inscrite à un cours. J'étais mal à l'aise, j'avais une combinaison trop grande prêtée par une copine.
Évidemment, je tombe et je retombe. Mais je m'accroche. Après une nouvelle chute, je repère une tache sombre entre mes jambes. Mes premières règles sont arrivées ce jour-là. La honte. C'est juste un souvenir. Pas forcément passionnant. Mais pourtant, quand les règles s'arrêtent, elles nous manquent. Depuis l'adolescence, mon corps sécrétait des hormones régulièrement, sans que j'aie à y penser. On avait étudié ça en sciences nat. Un peu de progestérone, un peu d'œstrogène, et tout va bien. Mais un beau jour, la nature décide d'arrêter tout ça sans me demander mon avis. Une vraie descente d'hormones. On appelle ça aussi la dépression des ovaires. Et dans mon cas, il n'y a pas que les ovaires qui dépriment. How to survive your mother's menopause. They don't call menopause the change for nothing. It's transformed your sweet... Mon fils adolescent, au contraire, est en pleine montée d'hormones. Victor s'intéresse à la musique et pas à la ménopause de sa mère. Mais il compatit. Bah, les règles, c'est pas forcément cool, quoi. C'est pas forcément... Enfin, genre, moi, toutes mes potes, elles disent que c'est vraiment trop chiant, quoi. Ah ouais? Ouais. Enfin, ça, après, c'est dommage d'être pessimiste comme ça, mais si c'est le cas, faut pas... Tu vois. Moi, j'ai des potes qui disent que c'est vraiment relou et que les femmes ont vraiment un gros inconvénient par rapport aux hommes, par rapport à ça, quoi. Ouais, et donc la ménopause, ça devrait être la fête parce que justement les règles s'arrêtent. Ouais, mais sauf que au contraire, c'est pas trop la fête, quoi, apparemment. Ouais, il y a d'autres inconvénients. C'est pas trop la fête. Il y a d'autres inconvénients. Quand leur ménopause arrive, environ un quart des femmes ont des effets secondaires importants. Ostéoporose, ballonnements intestinaux, bouffées de chaleur et baisse de libido, risque d'infarctus, douleurs articulaires, troubles du sommeil et troubles urinaires. Dans cette sympathique liste, chantée par Stella Pire, le hasard choisit de quoi vous serez atteinte. Certaines chanceuses n'ont aucun effet secondaire, et d'autres les ont quasiment tous à la fois. Et moi, j'ai tiré la carte bouffée de chaleur. La chaleur commence par le front, puis le haut du visage et en dessous de chacun des cheveux. De toutes petites fourmis de chaleur qui se répandent dans tout le corps, qui partent de la tête et qui descendent dans les extrémités des doigts et des pieds. C'est pas si désagréable en fait, les bouffées de chaleur. Sauf que ça revient jour et nuit. J'ai tout le temps chaud, j'ai tout le temps soif, et les toilettes sont devenues ma deuxième maison. En plus, je fatigue tout le monde avec mes questions, à commencer par ma gynécologue. Bienvenue au cabinet. Nous allons prendre votre appel. De bien vouloir patienter. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre... Allô ? Oui, Je vous dérange pas ? je suis en consultation. Bah alors j'en ai pour 2 minutes. Je voulais vous demander 2 choses, parce que hier, je vous ai parlé des bouffées de chaleur qui sont plus importantes la nuit. Depuis... Je vais vous rappeler, parce que là vraiment, je suis en fin de course là. Je vous rappelle vers entre 13h30 et 14h. Ah, parfait. Ça devient une obsession. Alors je profite d'un dimanche en famille pour en parler avec la femme que je connais depuis le plus longtemps. Ma mère. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus quand c'était ma ménopause, tu vois. Ah mince, on est mal barré. Tu te souviens pas à quel âge c'était ? Je me souviens qu'à 47 ans, j'ai eu un AVC. J'ai souvenir d'abord plutôt de ce qui s'est passé pour mon AVC, et la ménopause est arrivée petit à petit, donc 52, 53, 54 ans. Déjà, j'étais traumatisée parce qu'effectivement, je me rendais compte que j'étais pas immortelle.
la ménopause, ça faisait partie, c'était normal, ça arrivait comme ça. Hein. Et au contraire, ça me permettait d'être normale. Et après, je me sentais plus sage, plus... Non, c'était un peu différent. Bon, en tout cas, ça n'a pas du tout été un traumatisme pour toi. Non. Excuse-moi, non. Ne t'excuse pas. Mais tant mieux, c'est rassurant pour les autres. Ah bah oui. Tu vois, on oublie. Hein. Ma mère a vaincu un AVC, puis un cancer. À côté de ce genre de maladie, la ménopause, c'est une promenade de santé. Alors on a parlé d'autre chose, et le dimanche a continué avec ses petits rituels. Alors, moi j'ai ménopause. Où est-ce que je vais le mettre? Ménopo. Et ça fait mot compte double et 7 lettres. Ça fait que 7 lettres, ménopause? Ça fait 9 lettres, mais avec le SE, le SE qui traînait, que tu as mis avant. Ah, là oui. Bien joué. Bien joué. Mais je suis encore complètement perdue. Jusqu'à ce qu'un matin, dans le métro, je découvre une affiche pour une comédie musicale, intitulée Ménopause. La pièce raconte l'histoire de 4 femmes, toutes ménopausées et enfermées dans un grand magasin. Elles font salle comble tous les soirs. J'en ai encore plus. Qu'est-ce qui a monté le chauffage à fond là? Non mais ils sont malades, hein, Nadine. Oui. On est dehors. Dominique, Marianne, Marion, Christine. Christine est là, enchantée. Elles sont toutes les 4 serrées sur le canapé dans une loge. En les regardant, impossible de deviner si elles font toutes partie de la grande secte des ménopausées. Je commence par leur dire que ça y est, moi aussi, j'en suis. Et je me rends compte que c'est pas si facile à dire à des inconnus. Alors Christine, une blonde volubile, nous raconte sa première bouffée de chaleur. Je revenais à la fois de New York et du Japon, donc j'ai cru, si vous voulez, que c'était les résultats du décalage horaire, voire peut-être d'un virus que j'aurais chopé dans l'un des 2 pays. J'avais 2 amis à côté de moi et les deux m'a fait... Tu verras, ça c'est super quand on n'a plus ses règles. Mais pas du tout, c'est le décalage horaire, j'ai rien vu venir, j'ai pas compris. Et puis, en même temps, on n'est pas tant prévenu que ça parce que les symptômes ne sont pas les mêmes pour chacune. Si c'était la même chose pour tout le monde, ce serait beaucoup plus évident. Si c'était au même âge, au même moment, mais on n'a pas toutes la même chose. Les 3 autres comédiennes ne sont pas encore ménopausées. Même si elles en rigolent, elles sont quand même vaguement inquiètes. Dominique, qui n'a peur de rien, est surtout en colère. Si tu remontes beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui arrive à la femme a toujours un caractère honteux. La première fois où on a ses règles, déjà si on te l'a dit, que tu allais l'avoir, ensuite quand tu l'as, y a la claque, et les trucs, les machins, ça devient quelque chose de... On a honte d'en parler. Donc du coup, la ménopause finalement, c'est pas pire que tout ce qui se passe tout le long de la vie. Marianne est la plus jeune des actrices du spectacle. Elle peut se permettre d'être sereine. Pour l'instant, dans ma tête, tant que je suis pas vraiment dedans, le parallèle le plus proche que je peux faire, c'est avec la grossesse. Curieusement. Je me dis, bah tiens, ça va être une traversée de mon corps avec des choses que je ne connais pas encore. Et donc, voilà, et après cette traversée, ce sera encore autre chose. En espérant qu'à un moment, ça s'arrête quand même. Ah bah oui, parce que la grossesse, ça s'arrête. Voilà, il y a un moment, ça s'arrête. Oui, la ménopause, c'est censé s'arrêter aussi. C'est censé s'arrêter aussi. Ah bah oui, c'est une traversée. Non, j'ai entendu dire, ma gynéco m'a dit qu'il y a des gens pour qui ça s'arrêtait jamais, qu'il avait toujours des bouffées de chaleur. C'est ce que je vous dis. Inquiétant, non, cette ménopause qui ne s'arrêterait jamais. Marion, la 4e comédienne, a l'air d'une femme forte. Mais pourtant, on la sent pas trop rassurée. Sa solution, c'est le collectif, jouer la pièce et en parler.
Moi, pour l'anecdote, la semaine dernière, je sors du théâtre et je me retrouve dans un restaurant un peu plus loin que dans du quartier. Donc, je m'attendais pas du tout à avoir des spectateurs ou spectatrices du spectacle. Et il y avait toute une tablée de femmes qui venaient de voir le spectacle. Et quand j'ouvre, elles hurlent parce qu'elles sont contentes d'avoir vu le spectacle, elles ont adoré. Mais surtout, elles me reconnaissent et elles disent « Mais c'est incroyable! On a prévenu tout le resto, on est en train d'en parler. » Un truc de dingue. Pour elles, c'était fou de pouvoir se libérer et elles étaient hystériques. Elles me racontaient que c'était la première fois, elles se connaissent depuis des années, qu'elles parlaient vraiment à bâton rompu, du coup, de la ménopause, de leurs symptômes. Et ça, pour nous, c'est pari gagné. À la sortie, j'étais en pleine forme. On va tout y passer. Le calcul est assez simple. Une Française majeure sur 2 a plus de 50 ans. Donc ça représente 14 millions de ménopausées lâchées dans la nature. Chacune avec ses symptômes et ses recettes. Vivons ça en silence parce que ça reste tabou, un peu sale, un peu inquiétant aussi. Oui, c'est ça. Il suffit d'en parler. Ok, mais à qui? Il y a un groupe que je retrouve tous les hivers pour un week-end depuis une douzaine d'années. On a toute la cinquantaine. Donc depuis le temps, on est de plus en plus nombreuses à être ménopausées. Mais qui est ménopausé ici en fait? Personne. Qui est ménopausé? On est tout le temps. Non, complètement, non. Pas Gaëlle? Moi depuis au moins. Et pas Pascal, il y a 2 jeunes. Il y a 2 jeunes dans l'affaire. Non, ça n'a rien à voir en fait. D'accord. Il y en a qui sont ménopausés très tard, d'autres très tôt. D'autres à 40, d'autres à 40, il n'y a pas de règle. Bah non, il y en a plus, ça c'est clair. Cette année, on a choisi un chalet à la montagne. Et il y a eu une tempête comme ils n'en avaient jamais vu dans la région. 12 filles enfermées dans un chalet tout un week-end, ça peut faire du bruit. Pour s'occuper, on a joué aux devinettes avec des petits bouts de papier. C'est quelqu'un qui... On n'a pas le droit de dire le verbe de barrière. Non. Oui, mais en un seul mot. Gardien. Oui. C'est quoi? Oh, mais c'est trop facile. C'est une matière de luxe pour les pulls très très doux. Cachemire. Oui. C'est ce qu'on voudrait toujours rester, c'est le contraire Jeune. de vieillesse. Jeune. Vieillesse. Jeunesse. Oui. Le sorbier. C'est quelque chose qu'on doit mettre quand on a la ménopause pour combler les hormones. Oui. Celle qui mène son équipe comme si sa vie en dépendait, on l'appelle la patronne. Quand un problème comme la ménopause lui tombe dessus, elle le résout. Fissa. C'est la fin d'un cycle dans ta vie, même si le début, les règles, je déteste, mais c'est quand même la féminité, la maternité, enfin, forcément, c'est la fin d'un cycle. Du coup, je l'appréhendais, et comme toute chose que j'appréhende, je voulais le regarder en face pour voir la bête et savoir comment l'attraper et la gérer. Parce qu'en fait, j'aime pas ne pas gérer les choses, donc je voulais m'y préparer, en fait. Et en tout, entre le premier rendez-vous où je suis allée voir trop tôt une gynéco qui en avait rien à foutre, jusqu'à ce que j'ai mon ordonnance d'hormones, il s'est passé au moins 4 ans, quoi. Elle m'a donné le truc, ça y est, vous avez votre ordonnance avec les hormones, et je suis là, yes, ça y est. Et après, ils te vendent du rêve aussi. Quand elle te donne ton hormone, elle te dit alors, votre peau va être mieux, vos ongles vont être mieux, vos cheveux vont être mieux, vous allez moins grossir du ventre. Où tu te dis, mais c'est magique ce truc, c'est genre tout le spectre d'horreur qu'on te prédisait, en fait, va être corrigé par ce truc. On n'a pas envie d'être vieille à 50 ans, en fait, tout est décalé maintenant. Et en fait, ça, moi, dans le boulot, je l'ai vachement à l'esprit, en fait, qu'un jour, à un moment donné, les gens vont te dire, elle est hors du coup, quoi. Pour venir en aide aux ménopausées, et aussi pour gagner un max de blé, les laboratoires pharmaceutiques ont développé des hormones de synthèse. Des hormones qui compensent la fin des hormones naturelles. Chacune hésite plus ou moins à en prendre. Ça pourrait augmenter le risque de cancer du sein. Ça ne marche pas pour tout le monde. Et puis, c'est pas très écolo. J'ai dépendu toute ma vie de la pilule. Je n'en pouvais plus. Et j'ai pas envie de dépendre d'un médoc. C'est juste, ça me gonfle, quoi. C'est bien, et donc, donc, tu vas chier avoir des bouffées de chaleur. Et ben, j'en suis à me dire que je suis un peu con. Bon, moi, c'est vrai que je m'en fous de la ménopause. Ça ne m'a jamais intéressée. J'ai jamais regardé sur Internet. J'ai jamais posé la question à qui que ce soit. Moi, quand mon mari dit on va à une soirée fin de règle, eh ben, c'est quand même, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Parce que la moyenne d'âge des femmes. La moyenne d'âge, ce sera plutôt 50 et voire plus, quoi. Ça existe, les soirées fin de règle? C'est comme ça qu'il y a... Bien sûr que ça peut exister, les soirées fin de règle. Il suffit de les inventer.
Plutôt que de traîner à un dîner un mec qui se plaint qu'il n'y aura que des vieilles, autant faire la fête entre femmes. Une amie franco-turque, Sedef, m'a envoyé la photo d'un saladier rempli de tampons et de serviettes hygiéniques. Elle fêtait sa ménopause. J'ai pas pu y aller, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la classe. En fait, ça faisait 3 mois que j'avais pas eu mes règles. Et puis surtout, ça correspondait à un moment où je me sentais mal. J'avais mal partout, j'avais des courbatures comme quand j'étais ado. Donc je trouve que c'est l'adolescence à l'envers un peu. J'avais mal à la tête, je me sentais moche, vieille, irregardable. Et je me sentais tellement mal, je me suis dit, tiens, je partageais ça avec les copines. Donc je fais une invitation en disant, les filles, je fête ma ménopause. Venez tel soir chez moi. Et toutes les copines ont répondu dans les 5 minutes en disant « Mais quelle bonne idée !» Et j'ai invité aussi celles qui en étaient loin. J'ai invité une copine qui était enceinte, enfin voilà. Et puis j'ai mis aussi dans un grand saladier tous mes tampons en disant « Servez-vous, celles qui les ont encore !» Et quand on a bu un coup, on a terminé avec les tampons en boucle d'oreille, en pendentif, etc. On s'est super bien amusés. On a parlé de tout et justement, je trouve que parler de son utérus met les filles au même niveau. Il y avait la grande bourgeoise très richissime avec un nom à particules et des copines qui étaient dans la précarité absolue, tu vois, des intermittentes du spectacle, etc. Et je trouve que, en fait, quand on est entre filles et qu'on parle de ces histoires de ménopause, d'utérus, etc., chacune raconte son expérience, mais d'une manière assez libre, en fait. Et on a beaucoup parlé de ça. On a parlé d'autres choses aussi, évidemment. On n'était pas que sur nos ménopauses à venir ou passées. Non, et puis on a beaucoup ri surtout. Faire une utérus party, c'est la manière qu'a choisi Sedef de ne pas subir l'arrivée de sa ménopause. Et puis, le lapin qui sort du chapeau, 2 jours après, j'avais mes règles. Donc j'ai envoyé un message aux filles en disant oh, il va falloir qu'on remette ça. Et c'était au printemps dernier, et je suis toujours pas ménopausée en fait. C'est une espèce de pré-ménopause où en fait, en même temps, c'est très bien hein, de l'avoir tard pour la santé. Mais c'est une période assez longue, en fait. Et moi, je trouve ça trop long. On sait pas quand ça s'arrête, en fait. Tu devrais devenir vieille d'un coup, c'est ça? En tout cas, moi, après... Voilà, c'était les 20 premières minutes de Bouffée de chaleur, le premier podcast de Valérie Gann, réalisé par Arnaud Forest et illustré avec une belle cocotte par Virginie Berthomet. On a déjà des réactions sur les réseaux, donc je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la Maison de la Poésie sur les pages Facebook d'Arte Radio de la Maison de la Poésie et les pages YouTube de ces 2 excellentes institutions. Vous pouvez commenter et Chloé Assous-Plugnan me glissera et posera vos questions directement à l'invité. Et déjà dans les premières réactions, c'est ce que je disais un peu en intro, c'est la question du tabou. Valérie Gann, bonjour et merci. Bonjour Sylvain. Alors c'est la ménopause, pourquoi avoir voulu faire ce podcast? Est-ce qu'il y avait cette idée comme ça de briser les tabous? Est-ce que la ménopause t'apparaît encore comme un tabou? Oui, enfin oui et non, parce que en fait... En parlant à des filles de mon âge, je me suis rendu compte qu'on pouvait en parler assez librement. Mais en fait, c'est par rapport à la société, aux autres. C'est aussi en proposant ce sujet en podcast. Je me suis dit, c'est un sujet qui pourrait bien marcher justement parce qu'il n'y a pas d'image, parce que sur le son, on peut parler de choses intimes, on se lâche plus facilement. Enfin, c'est pas pour rien que le podcast, toutes les paroles féminines se sont libérées. Et ça reste un peu tabou parce que je sais pas, c'est sale, c'est le corps, c'est la vieillesse. Et puis c'est aussi, pour des filles de 30 ans, c'est aussi un truc qu'elles n'ont pas envie de... Enfin, vu qu'il y a globalement beaucoup d'inconvénients physiques à la ménopause, c'est peut-être pas un truc dont elles ont envie de parler parce que elles ont peut-être pas envie de le vivre tout de suite, quoi. Tu as raison, il y a une parole qui émerge et surtout effectivement à travers le podcast, il y a beaucoup de paroles qui émergent sur qu'est-ce que c'est qu'une vie de femme. Et on en parlait avant que le goûter commence. Alors il y a la petite fille, la jeune fille est censée attendre ses règles pour entre guillemets devenir une femme. Ensuite, beaucoup de femmes subissent chaque mois les règles. Et après, il y a la ménopause et le regret. Et c'est-à-dire que la vie d'une femme doit être limitée à sa fonction reproductrice, quoi.
Justement, non, mais c'est ce que j'ai découvert en creusant un peu, c'est à quel point pourtant la société a fait beaucoup de progrès dans la libération féminine, etc. Et pourtant, c'est encore très présent chez nous, en fait, le fait que une femme, elle est aussi et surtout une mère, et elle doit s'occuper de ses enfants. Enfin, on voit bien que des femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est pas encore forcément bien vécu par la société, ou des femmes qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui n'ont pas l'instinct maternel. Enfin, et Simone de Beauvoir, je suis obligée de citer Simone de Beauvoir, elle disait biologie n'est pas destin, en gros. Et c'est exactement ça, en fait. On n'est pas, on est femme, mais on est aussi autre chose. Enfin, on est femme, mère, etc., mais aussi autre chose. Je disais en intro, c'était ton premier podcast et tu as commencé à répondre à cette question de pourquoi l'avoir traité en podcast, parce que c'est du son, parce que ça permet peut-être de mêler une réflexion personnelle, de dire des choses qu'on n'oserait pas dire, d'en parler avec ses copines. Comment tu as procédé ? Est-ce que ce qu'on entend dans ces 20 premières minutes de ta démarche correspond exactement à la réalité de ton enquête, entre guillemets, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as reformulé pour cette production ? En fait, c'est très sincère. Mais moi, au départ, je suis journaliste, mais journaliste de la presse écrite, et je parle très peu à la première personne. Ce que j'aime, c'est parler avec des gens et retranscrire ce qu'ils disent. Et donc là, parler à la première personne, c'était vraiment le truc le plus difficile que j'ai jamais fait de ma vie, quasiment. Ah oui. Mais tu veux dire, dans l'appréhension même, le fait de te dire « je vais être obligé de dire au micro, voilà, je suis ménopausée, j'ai les bouffées de chaleur », ou l'enregistrement lui-même avec ton réalisateur, Arnaud en fait. Forest. Donc oui, et puis en fait, aussi arriver à trouver les arguments pour vous montrer à Arnaud Forest, qui est le réalisateur et qui a fait un travail de dingue, et puis ou à toi, Sylvain, ou à montrer à des hommes que c'est un sujet qui peut être intéressant aussi. Parce que vous êtes deux hommes et que Arnaud, la première fois qu'il entendait le truc, il s'est dit mais est-ce que... j'étais pas sûre du tout de pouvoir l'intéresser. Donc c'était un peu une gageure d'arriver à lui dire non, je t'assure, c'est un vrai sujet. Mais en même temps, il y a des échanges magnifiques avec ton fils, je pense au début, là, avec ton garçon, ado. Il y a un échange qui est très beau, qui est très doux, qui montre que peut-être que les jeunes générations sont ont un peu moins de tabous, sont un peu plus sensibles. Moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus au courant de ces trucs-là. Et les filles parlent aux garçons de leurs règles, qui est un truc qu'on faisait pas à ma génération, quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que ça t'a appris à apporter des choses d'un point de vue médical et scientifique ? Parce que dans la deuxième partie du podcast, on va avoir aussi un certain nombre d'informations. Ou est-ce que c'est simplement pour toi une expérience de ressenti ? Quelque chose de l'ordre de peut-être de la sororité, d'un groupe de recueillir ces paroles de femmes, t'a fait te sentir moins seule ? Comment tu ressors ? Il y a plein de choses. En tout cas, c'est pas la peine d'écouter les 10 dernières minutes du podcast si vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour plus avoir de bouffées de chaleur, quel médicament faut prendre, s'il faut en prendre ou pas. C'est pas du tout du doctissimo, mais par contre, psychologiquement, c'est tout un trajet pour comprendre à quel point ça peut être aussi une libération, et puis revenir en arrière sur le trajet qu'ont fait beaucoup de femmes pour la libération féminine, et que ça peut avoir un lien avec la ménopause, puisque la contraception fait que justement on peut avoir plus de liberté par rapport à cette fonction reproductrice dont on parlait tout à l'heure. Les femmes en parlent beaucoup entre elles, il y a plein de forums sur Internet, mais plutôt les anglo-saxonnes en fait. Je trouve qu'en France c'est encore un petit peu timide sur ce sujet-là. Et l'autre chose, c'est que j'ai réussi à beaucoup m'amuser avec les sons. Et avec le réalisateur Arnaud Forest, on a vraiment... on s'est beaucoup amusé avec les sons, à essayer de créer en son ce que pourrait être une bouffée de chaleur. Et ça, c'était un truc, une découverte super pour moi, vraiment. Chloé, du coup, alors est-ce que les auditeurs et auditrices français ou expatriés ont moins de tabous ? Les questions, elles sont vraiment sur la parole des femmes. Donc il y a Louisa qui dit pourquoi les femmes parlent si peu de ce sujet. Je pense qu'elle veut dire aussi beaucoup entre elles. Elle parle des médias aussi après qui n'en parlent pas vraiment, mais c'est surtout sur la parole des femmes.
Valentine, elle dit merci pour ce podcast. Effectivement, pourquoi les femmes parlent si peu de leur corps et de leur plaisir. Donc, quand on écoute le podcast, comme tu parles beaucoup avec tes copines, d'ailleurs, les gens ont un peu envie de te piquer tes copines, je crois. On ressent que vous en parlez librement et tout. Il y a des auditrices sur YouTube qui disent qu'on n'en parle pas assez avant d'être ménopausée, en fait, entre copines. Donc, quand on a des copines de son âge, on n'en parle pas tellement. Donc voilà, des questions sur la parole des femmes. Et sur le corps des moi, femmes je trouve aussi. que là-dessus, on vit une époque super parce que la parole des femmes, dans tous les domaines, et plus particulièrement le domaine du corps, elle se libère, mais depuis, même avant MeToo déjà. Et dans le podcast, je ne sais plus qui citait un podcast à soi tout à l'heure, dans le podcast, la parole des femmes, elle est à fond sur tous les sujets, quoi. Donc, il y avait même un podcast uniquement sur les règles, je crois, qui existait. Donc, moi, je trouve que, je trouve que la parole des femmes, elle se libère dans tous les sens. Après, même avec les copines, à un moment, je pose la question, je dis qui est ménopausée ici ? On était 12, hein, et la première qui a répondu, elle a dit personne. Donc il y a quand même, On l'entend bien. Même si on en parle hyper librement et qu'on rigole avec ça, il y a celle qui s'y intéresse pas, qui va pas regarder sur Internet parce qu'il y a peut-être une peur de voir arriver ça. Parce que aussi, parler du corps des femmes, c'est parler de trucs qui sont pas toujours agréables, quoi. Il y a les joies de la découverte du clitoris qui rentrent dans le livre de Sciences Nat. Mais il y a aussi la ménopause, des problèmes de maternité, des accouchements difficiles, des femmes, des petites filles qui se prennent encore une claque la première fois qu'elles ont leurs règles sans comprendre. Enfin, il y a franchement, et puis ça va continuer à mon avis. Vous n'en avez pas. C'est pas fini la libération de la parole des femmes. Mais effectivement, c'est une grande joie de voir que le podcast... En fait, chaque espace médiatique qui s'ouvre, à un moment donné, est investi par les femmes. Ça a été le cas aussi au début de l'Internet. On l'oublie parce que très vite, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, les hommes arrivent en masse. Ce n'est pas encore trop le cas pour le podcast. Donc, ça nous protège. Est-ce qu'on a d'autres questions, Chloé ? C'est bien là-dessus. Non, pas d'autres questions. Toujours des réactions... sur le corps des femmes et sur la timidité des femmes à en parler entre elles, et même entre copines. En tout cas, grâce à toi, ce n'était pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que ces podcasts servent aussi de déclencheurs de conversation, de discussion, c'est le but. Peut-être on peut dire que ce podcast, il a émergé au sein d'une formation, c'est là où je t'ai rencontré. Moi, j'intervenais dans... oui, à Émergence. Émergence, qui est une résidence de tournage pour jeunes cinéastes, mais qui fait aussi des formations à l'écriture de séries et à l'écriture de podcasts. Et c'était il y a un an, c'était la première formation podcast qui était faite par Émergence. Et je me souviens très bien parce qu'on avait chacun, alors, formation podcast, on était 10 filles, il n'y avait pas un mec. Et quand Sylvain est arrivé, on avait chacune on t'avait chacune envoyé nos sujets et t'es arrivé, t'as dit « Et c'est qui la ménopause ?» J'étais au fond, j'ai fait ça. Et toujours classe, toujours gentil. Oui, toujours non, mais parce que j'avais même pas signé. C'est marrant, hein, j'ai beau dire « Ouais, c'est pas tabou, on en parle et tout ça ». J'avais même pas signé le fichier que j'avais envoyé. Je n'avais même pas mis mon nom, quoi. Comme quoi, on a beau faire la maline, quand même, il reste un poids de tabou, de silence qui reste assez fort, ouais. Mais je te félicite d'avoir su aborder ce tabou, d'être défricheuse, d'être l'une des pionnières à parler de ça et à encourager justement les auditrices de podcast qui ont plutôt 25-40 ans à s'intéresser dès maintenant à ces questions et surtout à échanger là-dessus avec leurs aînés. Parce qu'il y a aussi, je parlais de sororité, mais il y a aussi la question de la transmission qui passe là, parce que tu t'entretiens avec ta mère, avec des gens plus âgés. Et je crois que c'est vraiment important si ces podcasts peuvent aider à déclencher comme ça des paroles en groupe, multiples, pas seulement, pas solitaire, pas seul face à son écran. Oui, puis moi je conseille à tout le monde d'écouter la suite, hein, parce que dans les 10 minutes qui restent, il y a des trucs énormes. Hein. On va enfin tout savoir. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question, pardon. Valentine, elle pose une deuxième question. Elle dit: comment avez-vous perçu les réactions des médecins par rapport à la ménopause ? Des médecins, des gynécologues.
j'imagine. Maginéco, je vais pouvoir parler de Maginéco, on l'entend très peu là, on l'entend juste, drôle, la séquence on l'entend juste me dire non mais attendez, parce que je la rappelle en disant non mais c'est bouffé de chaleur, et vraiment je jouais pas la comédie, je savais plus quoi faire, je dormais plus, j'en pouvais plus. Et Maginéco, elle était vraiment très patiente et très et elle me disait que oui, que elle était, mais parce que je pense que c'est une femme en fait. Je pense qu'elle était très ouverte à cette question, et aussi parce qu'elle me suit depuis que j'ai 20 ans, quoi. Et par exemple, il y a une autre gynécologue que j'interviewe et qui est dans les 10 minutes suivantes, qui racontait que, c'est pas dans le podcast, mais qui me racontait qu'elle-même, quand elle a eu ses propres premières bouffées de chaleur, elle les a pas reconnues. Donc elle était en train d'examiner une patiente, elle a eu ses bouffées de chaleur et elle ne les a même pas reconnues. C'est-à-dire que même les médecins femmes qui sont a priori les plus informés sur le sujet, parfois elles ne veulent pas voir venir le truc. Parce que c'est un changement, en fait c'est quand même un changement énorme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais si, merci beaucoup Valérie Chloé. Je crois qu'on a des questions d'ordre plus général sur le podcast. Oui, il y a Ramdan qui veut savoir depuis quand existe Arte Radio. Depuis 2002, voyons, tout le monde le sait, depuis 18 ans. Et il y a Mag V qui veut savoir comment sont rémunérés les podcasteurs d'Arte Radio. C'est une question pour Valérie, ça. En fait, on a une carte pour la cantine d'Arte, une carte gratuite, et la cantine d'Arte est super bonne. Voilà. Donc je la conseille à tout le monde. Mais là, en ces temps de confinement, elle était fermée. La cantine est fermée, donc on mange d'un sandwich debout. Donc c'est un peu moins bien depuis le confinement, la rémunération. À part la cantine, vous êtes payés, les auteurs sont payés quand même? Oui, on est payés, on est bien payés. Enfin, comme c'est mon premier podcast, je ne me rends pas compte par rapport à... On est bien payé et on est super content, et on veut recommencer dès le lendemain. Mais bon, il faut trouver un bon sujet pour convaincre Sylvain de repartir. Les gens sont bien payés, sinon les hommes vont venir faire du podcast. Les auteurs sont rémunérés sur Arte Radio, on en parle beaucoup avant. Comme on ne sait pas toujours sur quelle durée, on part sur un barème qu'on revoit au fur et à mesure de l'avancement du projet. En gros, on considère qu'il y a le travail d'enquête, il y a le travail de tournage, de montage et de mixage et d'écriture, bien sûr. Et donc, on rémunère au nombre de journées de travail. Comme on ne sait pas combien de minutes ça va faire, on ne sait pas combien de journées ça va prendre, donc on se met à peu près d'accord et on rectifie en cours de route. Il y a un tarif pour les débutants, parce qu'on est fiers d'accueillir des débutants, des gens qui commencent dans le boulot, c'est 140 € par jour. Et il y a un tarif pour des gens confirmés, qui sont professionnels, qui ont fait des études d'ingé son, qui savent très bien faire la prise de son et du montage, qui est de 200 € par jour. Voilà. Et un podcast sur Arte Radio, vraiment pour être payé 3 jours, il faudrait avoir fait 1 minute au vol facilement. Ça va être 6, 8, 10, 12, 15 jours de travail pour un podcast de 6, 8, 10, 15 minutes à peu près. Et pour des documentaires plus ambitieux, ça va aller de 20, 30 jusqu'à 40 jours. Pour un documentaire long, ambitieux, qui a nécessité beaucoup de prises de son, beaucoup de personnages, etc. Bien sûr, il peut y avoir en plus des droits d'auteur, un paiement en droits d'auteur pour ce qui est de la fiction, donc un texte écrit ou pour une narration personnelle. Et ensuite, on encourage vivement les auteurs de podcasts à s'inscrire à la SCAM, qui ensuite leur verse des droits en tant qu'auteur de documentaires, en plus du salaire payé par Arte Radio. On paye les journalistes en pige et les intermittents en cachet d'intermittents du spectacle. Voilà, je crois que c'est assez transparent. Je peux rajouter que moi, c'est parce que c'était le premier, donc c'est énormément de boulot, et que Olivier Livaud, qui est passé avant, je suis hyper admirative de comment est-ce qu'il peut faire ces 8 minutes par semaine avec le matériau qu'il a. Je me rends compte du temps de montage que ça peut prendre. Il y a vraiment beaucoup de boulot en podcast. C'est pour ça qu'on a choisi de payer à la journée, parce qu'on sait effectivement que ça peut prendre énormément de temps. Et nous, on est un peu des perfectionnistes. On va évidemment, on va pas le cacher. Depuis 2002, le projet d'Arte Radio, c'est de faire des objets qui durent, des choses qu'on n'écoute pas forcément qu'une seule fois, qui vont pas marquer leur époque, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas qui vont permettre l'émergence de nouvelles voix, de nouvelles réflexions,
Et tout ça avec les armes du sonore. Donc pour nous, le confort de vos oreilles étant fondamental, on est particulièrement exigeant envers les auteurs sur la qualité de leur prise de son. Et ensuite, le montage est rattrapé par nos réalisateurs. Mais ce sont les auteurs qui assument, y compris les débutants, la prise de son et le prémontage de leur projet. Pour nous, c'est fondamental. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà pourquoi je retiens à peu près un projet sur 50 dans ce que je reçois. Mais tout est expliqué sur le site. Il y a mon mail, il y a mon numéro de téléphone. N'hésitez pas. J'essaye de répondre à tout le monde. Chloé, est-ce qu'on a aujourd'hui répondu à tous les internautes ? Oui, en général, il y en a qui se manifestent à la toute fin. Donc Bon, c'est fantastique. Je crois que c'est bon, là. Bah, écoutez, vraiment, c'était le premier goûter d'écoute en direct depuis la Maison de la Poésie. Le prochain aura lieu le 7 février avec un sujet tout différent. On écoutera un podcast de Manon Prigent qui s'appelle Tout fout le camp et qui est sur la langue des jeunes. En gros, son pitch, c'est pourquoi tout le monde pense que les jeunes parlent moins bien maintenant qu'avant et que tout le monde pense que la langue des jeunes s'est détériorée. Donc, c'est un podcast coproduit avec l'INA. Donc, on a le bonheur d'entendre les archives de l'INA, aussi bien de Coluche que des rappeurs. Et Manon Prigent a fait un boulot extraordinaire en faisant réagir des jeunes gens d'aujourd'hui à la langue des jeunes d'hier. Voilà, je remercie Valérie Gane d'avoir été présente. Sylvain. Bouffée de chaleur, Merci, c'est en Chloé. ligne jeudi. Dépêche d'Olivier Bruno, c'est en ligne chaque semaine. Vous pouvez vous abonner à tous nos fils de podcast, mettre des étoiles dans les yeux et des commentaires dans les dents. Je remercie surtout toute l'équipe de la Maison de la Poésie qui a géré la technique de cette diffusion en direct, c'est-à-dire Arthur, Bertille, Léna et Martha, et Chloé Assous-Plugnan qui a géré avec Stella de Feder en back-office les commentaires des internautes. Un dernier mot, je vous remercie de votre fidélité, c'est pas une blague. Arte Radio a plus que doublé ses audiences en 2020 par rapport à 2019. Nous partons très confiants avec beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de documentaires et de fiction très ambitieux que j'aurai le plaisir de vous présenter chaque mois, le premier dimanche de chaque mois, sur cette scène de la très belle Maison de la Poésie. Bon dimanche, merci à tous et à toutes.